Ce cours va traiter des différentes formes d'incontinence urinaire chez l'adulte. Nous verrons successivement les mécanismes de l'incontinence urinaire, les méthodes diagnostiques et les principes des traitements. Plus généralement, l'incontinence urinaire s'inscrit dans le cadre des troubles de la statique pelvienne. Nous décrirons succinctement les principaux troubles de la statique pelvienne, en particulier les prolapsus pelviens, dont la physiopathologie rejoint celle de l'incontinence urinaire. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. Savoir faire le diagnostic clinique des différentes formes d'incontinence urinaire de l'adulte. Connaître les facteurs de risque pour savoir dépister une incontinence urinaire. Savoir apprécier les signes de gravité et le retentissement sur la qualité de vie. L'incontinence urinaire est en effet une pathologie fonctionnelle pouvant entraîner un véritable handicap du fait de la limitation des activités qu'elle engendre. Nous décrirons le bilan urodynamique et enfin nous terminerons par les principes généraux des traitements médicaux et chirurgicaux en fonction de l'incontinence urinaire. Alors voici le plan du cours. Nous allons voir successivement la définition de l'incontinence urinaire fondamentale, des notions épidémiologiques, puis nous aborderons quelques notions d'anatomie et de physiologie de l'incontinence. Nous expliquerons pourquoi et comment la recherche d'un trouble de la statique pelvienne doit être associée. Il existe un continuum entre ces notions fondamentales, l'examen clinique qui permet de tester les différentes composantes de la continence, le bilan urodynamique qui va mesurer chacun de ces paramètres, et enfin les différents traitements, médicaux ou chirurgicaux, qui vont chacun avoir pour objectif de corriger le facteur anatomique déficient. La définition de l'incontinence urinaire a évolué au cours du temps. Elle est importante à connaître car elle conditionne la prise en charge. Par définition, l'incontinence urinaire est une fuite involontaire d'urine à l'origine d'une plainte, c'est-à-dire d'une gêne et éventuellement d'un retentissement sur la qualité de vie. C'est une pathologie fonctionnelle et la notion de plainte devra être appréciée. Elle n'est pas forcément corrélée à l'importance des fuites d'urine qui peuvent être perçues différemment selon les personnes. L'incontinence est à la fois un symptôme de la phase de remplissage vésical, c'est-à-dire une perte d'urine en dehors de la phase de miction. Ce symptôme résulte d'une condition anormale, la pression vésicale dépasse celle de l'urètre, et cette condition est possiblement à l'origine d'un véritable handicap du fait de la limitation des activités qu'elle peut engendrer. Enfin, comme nous l'avons dit dans l'introduction, l'incontinence urinaire est un trouble de la statique pelvipérinéale et il faudra rechercher systématiquement un prolapsus associé ou une incontinence fécale. Retenir que la définition prend en considération une gêne et une altération de la qualité de vie. L'incontinence résulte d'une altération de conditions anatomo-physiopathologiques, de l'équilibre des forces entre la vessie et l'urètre. Les troubles fonctionnels du bas appareil urinaire se répartissent en troubles de la phase de remplissage et troubles de la phase de vidange vésicale, le principal symptôme étant la dysurie qui fera l'objet d'un autre cours. L'incontinence urinaire est donc un trouble de la phase de remplissage de la vessie. On distingue une incontinence urinaire à l'effort, qui est une fuite involontaire d'urine lors d'un effort physique quelconque, comme la toux ou l'éternuement, d'une incontinence urinaire par urgenturie, qui est une fuite involontaire d'urine accompagnée ou immédiatement précédée d'une urgenturie, qui est une envie imminente, soudaine et irrépressible d'uriner. Les deux types d'incontinence peuvent être associés, on parle alors d'incontinence urinaire mixte. Les autres symptômes de la phase de remplissage de la vessie sont listés sur cette diapositive. Une pollakiurie diurne est une augmentation de la fréquence mictionnelle pendant la journée. On urine normalement moins de 8 fois par jour. Une nicturie est une plainte d'un patient devant se réveiller la nuit afin d'aller uriner au moins une fois. Si ce réveil nocturne entraîne une gêne fonctionnelle, eh bien on parle de nicturie. Une pollakiurie nocturne est une augmentation anormale de la fréquence mictionnelle nocturne, la normale étant inférieure à 2.
L'urgenturie est un désir soudain, impérieux et fréquemment irrépressible d'uriner. La notion de délai de sécurité, avant d'avoir une perte d'urine, est importante à apprécier. Une polyurie est définie par une diurèse des 24 heures supérieure à 2,8 litres chez l'adulte de 70 kg. Enfin, une polyurie nocturne correspond à un volume uriné nocturne supérieur à 20 à 30% du volume uriné total. L'incontinence est présente à tous les âges de la vie, comme on peut le voir sur ce diagramme. Elle est plus fréquente dans le sexe féminin, où elle marque un premier pic vers la cinquantaine, c'est-à-dire à la ménopause, puis devient encore plus fréquente aux âges avancés, où l'on note un deuxième pic d'augmentation. L'incontinence urinaire n'épargne pas les hommes et est alors souvent la conséquence d'une maladie prostatique ou du traitement d'une maladie prostatique. Le vieillissement de l'appareil vésico-sphinctérien est en cause dans les âges avancés de la vie dans les deux sexes. Au total, on estime que 3 femmes sur 10 souffrent d'incontinence urinaire dans la population générale. Cependant, cette pathologie reste encore taboue et moins d'une femme sur deux va consulter pour ce problème. Les raisons sont multiples, il peut s'agir d'une gêne à évoquer le problème face à un médecin. L'incontinence urinaire est parfois considérée comme un processus normal du vieillissement. Les autres explications de ce défaut de prise en charge sont le manque d'informations sur les traitements ou la peur de la chirurgie. Il est donc important de savoir dépister l'incontinence urinaire. Les facteurs de risque sont mieux connus grâce aux études épidémiologiques et doivent être recherchés car la correction de certains d'entre eux permet souvent de restaurer la continence. En dehors de l'âge, de la parité et probablement aussi d'un facteur génétique sur lesquels on n'a pas de possibilité d'action, on peut citer toutes les conditions qui vont être à l'origine d'une surcharge de pression chronique sur le périnée et peuvent faire l'objet de mesures correctives. Concernant le risque d'incontinence lié à la grossesse, on peut mentionner que c'est le premier accouchement qui est décisif. Un premier accouchement traumatique avec un gros bébé, un accouchement prolongé, l'utilisation de forceps peuvent entraîner des lésions périnéales à l'origine d'une incontinence urinaire qui peut se développer des années plus tard. Véritable problème de santé publique, le surpoids, défini comme un indice de masse corporelle entre 25 et 30 kg par mètre carré, et l'obésité, définie comme un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré, sont des facteurs de risque connus d'incontinence urinaire tant à l'effort que par urgenturie. La surcharge pondérale augmente la pression abdominale et donc la pression vésicale et l'hypermobilité vésico-urétrale. Chez les patientes présentant l'association fréquente obésité et diabète, l'incontinence urinaire est la complication la plus fréquente, nettement supérieure à la rétinopathie ou aux neuropathies, et c'est également la complication la plus modifiable. Une étude récente chez des adolescentes obèses de 12 à 17 ans a montré que plus de 10% d'entre elles avaient des fuites d'urine contre 0% dans une population non obèse du même âge. Les facteurs liés au sport avec haute sollicitation périnéale commencent à être mieux connus, en particulier pour les sportifs de haut niveau. Le risque est proportionnel au nombre d'années de pratique sportive après la puberté. Dans une étude comparative, il a été montré que 80% des femmes pratiquant le trampoline contre 0% des femmes pratiquant le golf avaient une incontinence urinaire. La constipation, la toux chronique et la dysurie sont des facteurs de risque en raison des contraintes périnéales qu'ils engendrent. Enfin, certaines maladies génétiques entraînant une hyperlaxité ligamentaire, comme le syndrome d'Ehlers-Danlos, présentent des formes d'incontinence liées au relâchement des structures de maintien de l'urètre. Pour comprendre le traitement et les méthodes diagnostiques de l'incontinence urinaire, il est nécessaire d'expliquer le fonctionnement normal de la vessie. La vessie est un organe réservoir qui fonctionne par alternance de phases de remplissage et de vidange vésicale. Après une miction qui va complètement vider la vessie,
Le sphincter se contracte pour fermer le canal de l'urètre. L'urine arrive sans interruption dans la vessie, par conséquent la vessie va progressivement se remplir. C'est la phase de remplissage qui va se poursuivre jusqu'à ce que vous autorisiez votre vessie à uriner. Durant cette phase de remplissage vésical, il est fondamental que la vessie reste à basse pression et ne produise aucune contraction afin de pouvoir accueillir un volume d'urine suffisamment important pour vous permettre de vaquer à vos occupations. Le volume d'urine maximal que peut contenir une vessie est entre 300 et 500 ml. C'est ce que l'on appelle la capacité vésicale physiologique. Ceci permet de n'aller aux toilettes que 6 à 8 fois par jour. Il est aussi important durant cette phase que le sphincter de l'urètre et le périnée, en particulier le hamac sous-urétral, que nous décrirons plus loin, soient suffisamment toniques pour bien verrouiller l'urètre et éviter les fuites du réservoir vésical. Puis survient la miction. Lorsque votre vessie vous fait savoir qu'elle est pleine, votre cerveau l'autorise à se vider, à condition que vous soyez tranquillement installé, seul aux toilettes ou dans un coin isolé. Le délai de sécurité est le temps que vous pouvez attendre lorsque vous estimez que votre vessie est pleine. La vessie se contracte alors pendant que le sphincter et le périnée se relâchent et la phase de miction peut commencer. En fin de miction, le sphincter se contracte pour fermer le canal de l'urètre et la vessie entre à nouveau dans une phase de remplissage jusqu'à la prochaine miction. Il faut donc considérer, lorsque l'on analyse les troubles mictionnels, les symptômes de la phase de remplissage et les symptômes de la phase de vidange vésicale. Nous allons maintenant pouvoir rentrer dans l'explication physiopathologique de l'incontinence urinaire, qui est le principal symptôme de la phase de remplissage vésical. Il faut considérer les structures anatomiques chargées d'assurer la continence urinaire et qui peuvent être chacune et séparément à l'origine d'une faille aboutissant aux fuites d'urine. Il faut décrire successivement le support urétral et le sphincter strié de l'urètre, le réservoir vésical, le contrôle nerveux et enfin la muqueuse urétrale dont le rôle est moins important et qui agit par coaptation de la lumière urétrale. Nous passerons rapidement sur cette fonction, mais il faut savoir que l'atrophie de la muqueuse urétrale, survenant au décours de la ménopause, participe à l'apparition de l'incontinence urinaire, car cette muqueuse est riche en récepteurs estrogéniques. Commençons par décrire le support urétral et le sphincter strié de l'urètre. Le support urétral est principalement la paroi vaginale antérieure qui supporte aussi la vessie grâce aux attaches latérales sur le muscle élévateur de l'anus et son aponévrose pelvienne. Sur le schéma de droite, on voit en rouge la direction des forces de pression exercées par le contenu de la cavité abdominale sur les organes pelviens dirigés vers le bas et l'arrière. Cette pression s'exerce en premier sur la vessie, l'urètre, l'utérus et le rectum. Par l'intermédiaire des parois vaginales, ces forces sont aussi transmises au périnée, en particulier le centre tendineux du périnée et au ligament anococcygien. Ce sont les flèches vertes représentées sur ce schéma. Le muscle élévateur de l'anus, et en particulier son faisceau médial pubococcygien, ici en orange, s'oppose à la pression abdominale et exerce une pression sur les organes dirigés vers le haut et l'avant. C'est la flèche A indiquant la direction du mouvement des organes lorsque ce muscle se contracte. À noter, comme le montre la coupe schématique transversale en bas et à droite, que l'action du muscle élévateur de l'anus est synergique de celle du sphincter strié urétral représenté en rouge et dont la contraction des fibres inférieures a tendance à ramener l'urètre vers l'arrière, comme le montrent les flèches B. La double contraction du sphincter et du muscle élévateur de l'anus permet donc la fermeture de l'urètre. Le schéma de droite montre l'angulation des organes pelviens, nommés successivement le cap urétro-vésical, le cap vaginal et le cap
anorectale résultant de l'action du muscle élévateur de l'anus. Pour compléter cette description anatomique, nous allons montrer cette vue supérieure de la cavité pelvienne avec le rectum, le faisceau pubococcygien et la fente urogénitale marquée d'une croix. Le faisceau pubococcygien se termine sur le centre tendineux du périnée, mais présente aussi des fibres musculaires qui vont se prolonger en arrière sur le coccyx. Ces fibres ne sont pas représentées sur ce schéma. Voici le faisceau iliococcygien du muscle élévateur de l'anus. Plus en arrière, le muscle coccygien et le muscle piriforme. Les faisceaux pubococcygiens délimitent donc la fente urogénitale. Ce sont des éléments importants de la statique pelvienne car ils amarrent les organes s'engageant dans la fente urogénitale par des faisceaux de muscles que l'on nomme aussi partie pubo-viscérale du muscle élévateur de l'anus. Nous allons maintenant voir le muscle élévateur de l'anus sur une vue interne endopelvienne. Pour cela, mettons en place la membrane obturatrice, le muscle obturateur interne, recouvert de son aponévrose. Plaçons le canal anal, le ligament anococcygien en arrière et le centre tendineux du périnée. La ligne d'insertion du muscle élévateur de l'anus se fait depuis l'épine ischiatique en arrière jusqu'à la face postérieure du pubis. On voit que cette ligne d'insertion passe par l'aponévrose du muscle obturateur interne. C'est là un mode d'insertion tout à fait unique dans l'organisme, puisque tous les muscles s'insèrent directement sur un os ou par l'intermédiaire d'un tendon. Ici, nous avons une configuration particulière d'un muscle s'insérant sur l'aponévrose d'un autre muscle. Alors cette ligne d'insertion est fragile et peut céder. La désinsertion du muscle élévateur de l'anus va entraîner un déséquilibre et un dysfonctionnement du muscle plus ou moins étendu à l'origine de troubles fonctionnels affectant un ou plusieurs organes pelviens. Il en découle des signes cliniques très variés en fonction de l'organe touché et correspondant à ce que l'on appelle les troubles de la statique pelvienne. Parfois, le muscle n'est pas désinséré mais simplement dénervé ou détruit, aboutissant au même type de dysfonctionnement. Nous pouvons compléter ce schéma en montrant le faisceau latéral du muscle élévateur de l'anus, ou faisceau iliococcygien, partant de la ligne d'insertion et se terminant sur le ligament anococcygien et le coccyx. Ce faisceau forme une lame musculaire supportant les organes pelviens. Puis le faisceau pubococcygien proprement dit, se terminant sur le centre tendineux du périnée, mais dont certaines fibres, on ne le voit pas ici, se poursuivent jusqu'au ligament anococcygien et au coccyx. Plusieurs faisceaux de fibres musculaires se détachent du faisceau pubococcygien et vont directement se terminer sur les organes pelviens, rectum, vagin, urètre chez la femme. On appelle l'ensemble de ces fibres le faisceau pubo-viscéral du muscle élévateur de l'anus. C'est en fait une partie du faisceau pubococcygien. Enfin, en arrière, les muscles piriformes et coccygiens qui ne jouent pas de rôle dans la statique pelvienne. L'ensemble de ces muscles est recouvert d'une aponévrose nommée aponévrose pelvienne ou fascia pelvien. Ce fascia présente deux épaississements, nommés ici arc tendineux du muscle élévateur de l'anus, correspondant à la ligne d'insertion du muscle élévateur de l'anus, et arc tendineux du fascia pelvien, qui est situé à sa partie la plus déclive. Ce fascia pelvien se poursuit médialement avec la gaine entourant les viscères pelviens, urètre, vessie, vagin, utérus, rectum. Il représente donc un moyen supplémentaire d'amarrage des organes pelviens à la paroi du bassin. On assimile notamment l'arcade tendineuse du fascia pelvien à deux caténaires de part et d'autre des organes pelviens. Cette aponévrose joue un rôle fonctionnel important car par son intermédiaire, les contractions du muscle élévateur de l'anus sont transmises aux viscères pelviens. Elle participe à la constitution du hamac sous-urétral que nous décrirons plus tard. Avant de voir des images IRM du muscle élévateur de l'anus, nous allons terminer cette description anatomique standard en montrant une vue des éléments du périnée sur une patiente en position gynécologique.
Ce dessin peut être reproduit à l'aide de repères géométriques simples. Ces repères vont nous permettre de placer successivement le cadre osseux du pelvis avec les branches ischio-pubiennes, les crêtes iliaques vues en fuite, les foramens obturés et les cotyles, le sacrum et le promontoire, les muscles du périnée et l'orifice vaginal. Le tout superposé. Nous allons pouvoir maintenant observer sur une IRM avec reconstruction tridimensionnelle les mêmes structures et les mêmes organes ainsi que le plancher pelvien. On peut ainsi imaginer en face de nous une patiente en position gynécologique de la même manière que le schéma précédemment décrit avec le pubis et l'ischion. Voici en couleur la reconstruction de l'urètre, du vagin, du rectum en bleu, du muscle élévateur de l'anus s'insérant latéralement sur le muscle obturateur interne. Sur cette vue supérieure du pelvis, on retrouve le muscle élévateur de l'anus s'insérant latéralement sur le muscle obturateur interne. Cette ligne d'insertion forme l'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus, montré ici par les flèches noires du côté gauche de la patiente. On peut alors placer en arrière le rectum, le vagin, l'urètre, la vessie et enfin l'utérus. Voici une reconstruction tridimensionnelle du muscle élévateur de l'anus qui a une forme tout à fait particulière. C'est un muscle plat en forme d'entonnoir qui va délimiter la fente urogénitale. Sur cette reconstruction, on va pouvoir comprendre que l'urètre est supporté par une sorte de plancher complexe constitué de la paroi vaginale antérieure, elle-même amarrée au muscle élévateur de l'anus et son fascia pelvien, donc indirectement au muscle obturateur interne et aux parois du bassin. Ces structures musculo-ligamentaires forment ce que l'on appelle le hamac sous-urétral de Delancey et est à l'origine du principal mécanisme assurant la continence à l'effort. En effet, des études électrophysiologiques ont montré que lorsque la pression intra-abdominale augmente brutalement, comme lors d'un effort de toux, il se produit une contraction réflexe du muscle élévateur de l'anus qui va mettre en tension ce hamac sous-urétral et ainsi s'opposer à la pression abdominale. L'urètre se retrouve alors comprimé entre ces deux forces opposées qui va aboutir à sa fermeture. On comprend alors pourquoi, si le muscle élévateur de l'anus est déficient, il n'y aura plus de force s'opposant à une augmentation de pression abdominale et les fuites d'urine apparaîtront exclusivement à l'effort. Cette coupe transversale schématique nous permet de replacer le hamac sous-urétral avec ses différents composants supportant l'urètre de manière dynamique. La défaillance de ce hamac est à l'origine du concept d'hypermobilité vésico-urétrale favorisant l'apparition d'une incontinence urinaire à l'effort. En effet, l'urètre n'étant plus supporté, va devenir hypermobile lorsque la patiente fait un effort, augmentant la pression abdominale et appuyant sur la vessie et l'urètre. Ce hamac sous-urétral peut être testé cliniquement chez une patiente incontinente, comme nous allons le voir plus loin sur une vidéo. Vessie pleine, on va demander à la patiente de tousser pour constater l'apparition de fuites d'urine avec un urètre très mobile. Si on cherche à bloquer cette mobilité avec ses doigts ou avec une pince, de manière à mimer l'action normale du hamac et que les fuites disparaissent, c'est ce que l'on appelle une manœuvre de soutènement urétral positive. Si elle est positive, cela signifie qu'elle stoppe les fuites à l'effort et que les fuites sont liées à une défaillance du hamac. Ceci est de très bons pronostics pour un traitement chirurgical par pose de bandelette sous-urétrale qui ne fait que renforcer ou remplacer ce hamac déficient. Si la manœuvre est négative, c'est-à-dire si les fuites persistent malgré le soutènement urétral, cela signifie que la cause des fuites est intrinsèque à l'urètre. Il s'agit alors principalement d'une insuffisance sphinctérienne urétrale dont le traitement est beaucoup plus complexe.
Cette manœuvre de soutènement urétral permet donc de tester la valeur fonctionnelle du hamac sous-urétral et donne une valeur pronostique importante pour la prise en charge chirurgicale éventuelle. Alors, il existe différentes variantes dans la réalisation de ce test de soutènement, selon que l'on fait référence à la pose d'une bandelette sous-urétrale placée sous le tiers médian de l'urètre. C'est le test de Ulmsteen qui est l'un des inventaires historiques de la bandelette TVT, ou que l'on cherche à prédire l'efficacité d'une ancienne intervention, ancêtre de la bandelette mais toujours d'actualité, qui consistait à fixer le col vésical au ligament de Cooper sur le pubis. C'était le test de Bonnet. Il est préférable de retenir tout simplement la notion de test de soutènement urétral. Alors ceci nous amène à parler du deuxième élément assurant la continence à l'effort, le sphincter strié urétral qui entoure chez la femme principalement le tiers moyen de l'urètre avec des expansions distales non représentées ici, se terminant sur le vagin et le muscle élévateur de l'anus. C'est comme le muscle élévateur de l'anus, un muscle strié extrêmement original, puisque comme vous le voyez sur la coupe histologique, il n'a pas d'insertion tendineuse. Ces fibres musculaires entourent incomplètement l'urètre, laissant libre sa face postérieure, montrée par la flèche noire. D'un point de vue physiologique, deux notions fondamentales sont à connaître. D'une part, ce muscle est essentiellement composé de fibres musculaires de type 1 à métabolisme aérobique. Ce genre de fibres lui confère la possibilité de se contracter pendant des périodes quasiment illimitées, contrairement aux muscles de type 2, comme le muscle biceps, pouvant se contracter de manière explosive mais restant très fatigables. Les fibres de type 1 sont présentes majoritairement dans les muscles posturaux, nous permettant par exemple de pouvoir rester debout sans avoir l'impression de faire un effort démesuré. Ce type de fibres échappe au contrôle de la volonté, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de leur contraction. Il est intéressant de noter que cette composition sphinctérienne en fibres de type 1, que l'on retrouve aussi dans le muscle élévateur de l'anus, est une spécificité de l'espèce humaine et reflète probablement la position érigée et l'apprentissage d'un contrôle de la nuction en société. Ceci nous permet de nous retenir longtemps, même si la vessie est pleine. À cet égard, on peut noter que beaucoup d'espèces quadrupèdes, comme le rat et la souris, n'ont pas de fibres musculaires de type 1 dans leur sphincter, celui-ci étant essentiellement composé de fibres de type 2. Le contrôle de la nuction dans ces espèces animales n'obéit pas aux mêmes règles obligatoires de vie en société. La deuxième particularité du sphincter strié est son innervation très complexe. Il est classiquement innervé par le nerf pudendal, mais il a aussi des connexions avec le système nerveux végétatif, lui permettant entre autres de se coordonner avec la vessie. En effet, sans rentrer dans les détails, on comprend bien que le sphincter doit se relâcher lorsque la vessie, un muscle lisse, se contracte. On parle de synergie vésico-sphinctérienne qui, lorsqu'elle est altérée, signe une pathologie neurologique centrale. Notons aussi une action synergique avec le muscle élévateur de l'anus, comme nous le verrons plus tard. Enfin, rappelons qu'une incontinence urinaire liée à une défaillance sphinctérienne se manifeste par des fuites à l'effort, souvent très importantes et caractérisées par une manœuvre de soutènement urétral négative. Voici une reconstruction tridimensionnelle d'un sphincter strié urétral chez la femme, après avoir vu celle du muscle élévateur de l'anus. Le sphincter strié, ici en bleu, a une forme complexe ressemblant grossièrement à un fer à cheval, entourant la musculature lisse de la paroi urétrale, ici en rose. On voit que le sphincter strié entoure incomplètement l'urètre, laissant libre sa paroi postérieure et laissant ainsi apparaître sur cette reconstruction la musculature lisse, formant un véritable sphincter lisse. À sa partie distale, le sphincter strié présente deux expansions qui vont se terminer sur le vagin et le muscle élévateur de l'anus. On retrouve ici les expansions distales se terminant sur le vagin.
On parle de muscle urétro-vaginal pour désigner cette expansion se terminant sur le vagin, et de muscle compresseur de l'urètre pour l'expansion la plus distale du sphincter strié se terminant sur le muscle élévateur de l'anus. On comprend comment l'appareil sphinctérien agit de manière synergique avec le muscle élévateur de l'anus. En effet, lorsque celui-ci se contracte, il envoie vers le haut et l'avant le vagin et l'urètre. C'est l'action illustrée par la flèche A sur le schéma de droite. Les muscles urétro-vaginaux et compresseurs de l'urètre, en revanche, appuient sur l'urètre vers le bas et l'arrière. C'est ce que montrent les flèches B. Le sphincter strié, par son état contracté quasi permanent, assure donc une tonicité urétrale de base. C'est-à-dire qu'il règne à l'intérieur de l'urètre une pression qui doit toujours être supérieure à la pression vésicale, en dehors des mictions bien évidemment où le sphincter se relâche. D'autres éléments que le sphincter strié et le muscle élévateur de l'anus participent à la tonicité urétrale. Il s'agit de la couche de cellules musculaires lisses, formant un véritable sphincter lisse autour de l'urètre. Cette couche musculaire lisse est encore plus épaisse au niveau du col vésical. La muqueuse urétrale et sa richesse vasculaire participent à la tonicité urétrale en jouant un rôle de coaptation des parois. On considère que l'atrophie de la muqueuse urétrale, liée par exemple à la ménopause, est un facteur favorisant l'incontinence urinaire, d'où le pic de fréquence à cet âge. Alors, cette tonicité peut être appréciée par le bilan urodynamique lors de la profilomètrie urétrale. Une sonde de pression est introduite dans la vessie et progressivement retirée vers l'extérieur, c'est la flèche noire en pointillé. Lorsque la tête de pression passe en regard de la zone sphinctérienne, on note un pic de pression exercé par le sphincter strié, mais aussi par les éléments de la paroi urétrale. C'est le pic de pression dans l'urètre qui est un reflet de la tonicité sphinctérienne. Nous allons maintenant voir des illustrations cliniques de ces concepts sur une vidéo montrant deux cas typiques d'incontinence urinaire à l'effort par hypermobilité vésico-urétrale et par insuffisance sphinctérienne. Au passage, il faut signaler que ces deux causes sont en fait souvent associées, l'une pouvant prédominer sur l'autre à divers degrés. Il existe un continuum de situations cliniques entre ces deux cas extrêmes, une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne sans hypermobilité vésico-urétrale, et à l'opposé, une hypermobilité vésico-urétrale à sphincter normal. C'est ce que nous allons voir. Cette première patiente a une incontinence urinaire par hypermobilité vésico-urétrale que l'on va pouvoir mettre en évidence en mettant un coton-tige dans l'urètre et en demandant à la patiente de pousser. Chez cette patiente, l'hypermobilité va se manifester par une élévation du coton-tige qui est caractéristique et pathologique si l'angle est supérieur à 30 degrés, ce qui est le cas ici. Alors attention, comme nous le verrons plus loin, il peut y avoir un piège, comme on le voit ici, car un prolapsus peut masquer l'incontinence et l'hypermobilité vésico-urétrale. On voit ici que la boule formée par le prolapsus empêche l'urètre de bouger. Mais le principal examen clinique est la manœuvre de soutènement urétral. La vessie a été remplie avec du liquide teint en bleu et on va demander à la patiente de tousser pour constater l'apparition de fuites d'urine. Si on cherche à bloquer cette mobilité avec une pince ou des doigts de manière à mimer l'action normale du hamaxus urétral, les fuites disparaissent. Si on enlève la pince, l'hypermobilité vésico-urétrale est flagrante et les fuites réapparaissent. Attention, il est important durant cette manœuvre, qui se fait habituellement avec les doigts et non une pince, de ne pas écraser l'urètre, mais simplement de s'opposer à ce mouvement sans le comprimer. Voici un deuxième cas d'incontinence à l'effort où vous allez pouvoir aussi constater des fuites, mais nous allons constater que la manœuvre de soutènement urétral ne stoppe absolument pas les fuites d'urine. Lorsque la patiente tousse, les fuites sont présentes.
Et si l'on cherche à bloquer la paroi vaginale antérieure, les fuites sont toujours présentes. Ceci est le signe d'une insuffisance sphinctérienne dont le traitement sera beaucoup plus compliqué. D'ores et déjà, on peut comprendre l'intérêt du test de soutènement urétral pour établir un diagnostic et un pronostic de l'incontinence urinaire. Dans le premier cas de figure, l'incontinence urinaire est en rapport avec une hypermobilité vésico-urétrale. On pourra alors proposer la mise en place d'une bandette sous-urétrale, dont il existe plusieurs types, mais dont le principe reste le même, rétablir l'intégrité du hamac sous-vésical. Si la manœuvre de soutènement urétral est négative, la bandette sous-urétrale a plus de risques d'échouer. On peut alors se poser la question d'un sphincter artificiel qui ferme l'urètre en permanence, empêchant ainsi les fuites d'urine, mais que la patiente devra ouvrir à l'aide d'une pompe que l'on place dans les grandes lèvres. Comme vous pouvez l'imaginer, même si ces interventions sont très efficaces dans leurs indications respectives, elles n'ont pas du tout le même impact sur la vie des patientes. Enfin, nous allons illustrer, grâce à ces IRM avec reconstruction tridimensionnelle, le cas d'une patiente incontinente en raison d'une désinsertion du muscle élévateur de l'anus. Comme on peut le voir sur cette vue inférieure, le muscle élévateur de l'anus s'est désinséré du côté gauche, c'est ce que montre la flèche verte. Voici la même image sans le muscle obturateur interne. Voici maintenant une vue endopelvienne avec le muscle obturateur interne, le muscle élévateur de l'anus avec sa désinsertion du côté gauche, le vagin et l'urètre. On comprend ainsi que la désinsertion latérale va entraîner un déséquilibre de ce hamac sous-urétral et sous-vésical à l'origine de l'hypermobilité vésico-urétrale. Nous allons maintenant voir comment l'incontinence urinaire s'intègre dans le cadre des troubles de la statique pelvienne et par conséquent, lorsqu'elle est présente, doit faire rechercher un trouble associé, notamment un prolapsus ou une descente d'organes. Pour bien comprendre la physiopathologie des troubles de la statique pelvienne, il faut rappeler brièvement l'anatomie du vagin, qui est l'organe de la copulation constituant la filière génitale. Cet organe est une zone de faiblesse de la région pelvipérinéale du fait de son ouverture permanente vers l'extérieur et les charges de pression s'exerçant dessus, notamment le poids des viscères pelviens. Le vagin peut être comparé à une tente à deux parois, une paroi antérieure et une paroi postérieure. La paroi antérieure supporte la vessie et l'urètre, et la paroi postérieure est en contact direct avec le rectum. Le sommet de la tente supporte l'utérus. Ces parois vaginales sont maintenues en place par des éléments musculaires et ligamentaires constituant le périnée et qui peuvent être endommagés suite à un accouchement ou un traumatisme pelvien. Il se produit alors un affaissement d'une partie plus ou moins étendue du vagin qui va entraîner avec lui l'élément de la cavité pelvienne qu'il est censé soutenir. La paroi vaginale antérieure supporte la vessie et l'urètre. Lorsque l'extrémité distale du vagin est défectueuse, c'est-à-dire la partie supportant l'urètre, il apparaît une hypermobilité urétrale avec le risque d'incontinence urinaire d'effort. En revanche, si c'est la paroi vaginale antérieure dans son ensemble qui est défectueuse, eh bien, la vessie ne va plus être maintenue et va donc s'affaisser avec la paroi vaginale défectueuse. C'est la cystocèle qui va former une véritable boule ou une hernie apparaissant en dehors du vagin, comme on peut voir sur cette illustration. En dehors de la cystocèle, il existe plusieurs formes de prolapsus en fonction de la partie du vagin qui est déficiente. Si c'est le sommet du vagin qui s'affaisse, l'utérus ne va plus être maintenu et va donc être extériorisé. C'est ce qu'on appelle une hystéroptose ou un prolapsus utérin. La flèche verte montre ici le col de l'utérus qui est prolabé. Si la paroi vaginale postérieure se relâche, le rectum va ainsi entraîner et sortir par le vagin. Il va faire une hernie à travers la paroi vaginale postérieure, formant ainsi un autre type de boule vaginale, c'est ce que l'on appelle une rectocèle.
On utilise habituellement le terme de prolapsus de l'étage antérieur pour décrire une descente de la vessie, de l'étage moyen pour l'utérus et de l'étage postérieur pour le rectum. À l'extrême, voici une patiente présentant un affaissement complet de toutes les parois vaginales, aboutissant à une éversion complète du vagin. C'est ce qu'on appelle un stade 4 dans la classification POPQ des prolapsus que nous allons voir tout de suite. La plupart des patientes présentant un prolapsus de l'étage antérieur ont aussi une incontinence urinaire car le plancher urétral est touché par la défaillance du vagin. Cependant, il est important de comprendre que lorsque la cystocèle est majeure, comme on peut le voir sur ce rectocolpocystogramme, la descente de la vessie peut entraîner une coudure de l'urètre. Le rectocolpocystogramme est un examen radiologique opacifiant les organes pelviens au repos et en poussée. On voit sur cet agrandissement la coudure de l'urètre pliée en deux du fait de la descente de la vessie, entraînant avec elle la partie supérieure de l'urètre. La vessie est alors en dessous du niveau de l'urètre et ceci va, avec la plicature de l'urètre, masquer l'incontinence urinaire. On parle alors d'effet pelote de la cystocèle masquant une incontinence urinaire. Chez cette patiente, si l'on corrige la cystocèle chirurgicalement sans s'occuper de l'urètre, on peut alors démasquer une incontinence urinaire que la patiente ne percevait pas forcément avant l'intervention. Ceci nécessitera un deuxième temps opératoire pour traiter l'incontinence urinaire. Il existe plusieurs méthodes et échelles pour quantifier les prolapsus selon l'organe qui n'est plus maintenu et l'importance de sa descente. La classification de POPQ pour Pelvic Organ Prolapse Quantification est celle qui fait référence. On considère la position des organes par rapport à l'hymen qui est le point de repère. C'est la flèche rouge sur le schéma de gauche. Tous les organes pelviens restent normalement au-dessus de l'hymen lors d'un effort de poussée. Prenons l'exemple d'une ptose utérine sur le schéma de gauche. Si la descente de l'utérus aboutit à ce que le col utérin se trouve dans une zone comprise entre 1 cm au-dessus et 1 cm en dessous de l'hymen, on parle de prolapsus utérin de stade 2. Si la descente reste au-dessus d'une ligne passant 1 cm au-dessus de l'hymen, il s'agit d'un stade 1. Si le col utérin descend à plus de 1 cm en dessous de l'hymen, il s'agit d'un stade 3. Enfin, le stade 4 correspond à une éversion complète du vagin. On peut, avec cette nomenclature, déterminer successivement le stade de descente des 3 étages. Alors, il est possible d'être plus précis dans la description du prolapsus en donnant la position de plusieurs points prédéfinis de la cavité vaginale au repos et à l'effort. On définit ainsi un point AA, ou grand A petit a, qui est par définition situé à 3 cm au-dessus de l'hymen lorsque le vagin est en position normale. Le point C correspond au col utérin et le point D au cul-de-sac vaginal postérieur. Les points C et D se confondent s'il y a eu une hystérectomie. Le point BA, ou grand B petit a, est le point le plus bas de la paroi vaginale antérieure, situé entre les points C et grand A petit a. En position normale, le point AA se confond avec le point BA. On a le même principe pour décrire la paroi vaginale postérieure avec le point AP situé normalement 3 cm au-dessus de l'hymen et le point BP qui se confond avec le point AP si le vagin est normal. Regardons maintenant ce qui se passe en cas de rectocèle, c'est ce que l'on voit sur le schéma en bas à droite. La paroi vaginale antérieure est normale, de même que le point C. On décrit des chiffres négatifs de moins 3 cm et moins 6 cm pour les points BA et D, ce qui sont des mesures normales. La rectocèle se manifeste ici par une extériorisation de la paroi vaginale postérieure. Le point AP, qui est normalement à moins 3 cm, c'est-à-dire 3 cm au-dessus de l'hymen, est ici à plus 1 cm. Le point BP ne se confond plus avec le point AP car il y a un déroulement de la paroi vaginale postérieure. Le point BP est, comme nous l'avons dit, le point le plus déclive de la paroi vaginale,
situé entre AP et D. Ici, il est mesuré à plus 3 cm. On peut aussi dire qu'il s'agit d'une rectocèle de stade 3. Alors attention, il faut savoir que les prolapsus de chaque étage sont dits compétitifs, comme s'ils faisaient la course vers la sortie. Il peut y avoir une volumineuse rectocèle associée à une cystocèle de moindre importance. Celle-ci ne sera alors mise en évidence que lorsque la rectocèle aura été refoulée vers l'intérieur par une valve vaginale. Nous avons vu les mécanismes de l'incontinence liés à un défaut de verrouillage de l'urètre. Nous allons maintenant aborder les incontinences urinaires liées à un dysfonctionnement du réservoir vésical. La vessie est un organe à basse pression se laissant distendre tout en gardant une faible pression. Cette compliance vésicale est une spécificité de cet organe. Par ailleurs, la vessie est un organe sensoriel qui envoie en permanence des informations sur l'état de réplétion au système nerveux central. Lorsque vous êtes prêt à uriner, le muscle vésical ou détrusor se contracte sous contrôle de la volonté et c'est la phase mictionnelle qui commence. L'hyperactivité vésicale, ou en anglais overactive bladder, est une condition pathologique entraînant des contractions anormales de la vessie en dehors de toute miction. Ces contractions anormales entraînent des envies d'uriner urgentes et difficilement répressibles qui peuvent s'accompagner de fuites d'urine si elles sont trop fortes. Les dysfonctionnements vésicaux à l'origine d'une hyperactivité vésicale peuvent avoir plusieurs sources. Il peut s'agir d'informations anormalement générées par la vessie pour le système nerveux central, ou une dérégulation du système nerveux central envoyant par erreur un ordre de contraction vésicale alors que vous ne souhaitez pas uriner. La physiopathologie de l'hyperactivité vésicale peut donc être multifactorielle. Il peut s'agir d'une dysfonction de l'urothélium, riche en terminaisons nerveuses, à l'origine d'un signal erroné vers le système nerveux central. Il peut s'agir d'une anomalie du système nerveux, c'est l'hypothèse neurogénique. La plupart des maladies neurologiques centrales, comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, vont entraîner des troubles vésicaux. Parfois, il existe une anomalie de l'excitabilité du détrusor, c'est l'hypothèse myogénique. Enfin, il existe des conditions spécifiques à l'origine de l'hyperactivité vésicale. Une obstruction sous-vésicale entraîne à la longue une hypertrophie du détrusor, pouvant causer des symptômes d'hyperactivité vésicale. Toutes les maladies inflammatoires, certains troubles métaboliques et le surpoids sont des facteurs favorisant l'hyperactivité vésicale. Il existe donc de nombreuses causes, mais on a tendance à considérer ou à distinguer les causes neurologiques, liées en général à une maladie neurologique centrale comme la sclérose en plaques, des causes non neurologiques dont les causes peuvent être multiples. Nous allons maintenant faire une rapide synthèse de la physiopathologie de l'incontinence urinaire et des symptômes associés. En premier lieu, l'incontinence urinaire est un symptôme de la phase de remplissage vésical. On distingue deux mécanismes pouvant générer une incontinence. Le premier mécanisme correspond à une faiblesse des structures censées fermer ou verrouiller de manière étanche le canal de l'urètre pendant la phase de remplissage. Quand la vessie est pleine, les éléments périnéaux formant le hamac sous-urétral et le sphincter strié sont contractés de manière à empêcher l'urine de passer dans l'urètre. Le hamac se met en tension un peu plus à chaque effort, augmentant la pression abdominale de manière à contrecarrer cette force. Si le sphincter ou si le hamac est déficient, ils auront du mal à contenir l'urine qui va avoir tendance à rentrer facilement dans l'urètre lorsque la pression augmente dans la vessie. Lors d'un effort, comme par exemple un effort de toux qui augmente la pression dans l'abdomen et pousse sur la vessie, les fuites peuvent survenir. Mais les fuites peuvent survenir pour des efforts d'intensité différentes. Plus le sphincter est faible, moins l'effort susceptible de déclencher une fuite est important. Et parfois même, le fait de marcher ou de se lever d'une chaise va déclencher une fuite d'urine. Au contraire, dans certains cas, comme on le voit ici chez cette gymnaste, des efforts importants et répétés finissent par fragiliser le périnée et entraînant des fuites à l'effort. On voit donc en passant que les fuites d'urine peuvent survenir à tous les âges de la vie. Contrairement aux fuites d'urine par urgenturie, les fuites à l'effort ne sont généralement pas précédées d'une envie soudaine et brutale d'uriner. D'autre part, les fuites d'urine à l'effort
ne surviennent pratiquement pas la nuit en dormant, car en position allongée, l'urètre est au même niveau que la vessie et on ne fait généralement pas d'effort pendant la nuit. Ces deux caractéristiques sont essentielles à déterminer lors de l'interrogatoire avec le patient. Le deuxième mécanisme pouvant entraîner des fuites à l'effort est d'origine vésicale. Il s'agit d'une dysfonction vésicale en rapport avec un dérèglement des nerfs de la vessie et ou du détrusor. En gros, c'est la vessie qui se met soudainement à se contracter alors que vous ne lui avez pas donné l'autorisation d'uriner. Cela peut être aussi une vessie irritée, inflammatoire, qui vous fait faussement croire qu'elle est pleine alors que ce n'est pas le cas. Enfin, cela peut être une perte de compliance de la vessie qui ne se laisse plus distante suffisamment pour contenir une grande quantité d'urine. La pression va donc s'élever trop rapidement dans la vessie sans laisser de répit. Alors quels sont les symptômes? Eh bien, si votre vessie décide tout seul de se contracter pour se vider sans votre autorisation, vous allez ressentir brutalement une très forte envie d'aller aux toilettes, alors que 2 minutes avant, vous ne ressentiez aucune envie d'uriner. Si bien que vous allez devoir courir aux toilettes en urgence pour éviter un drame en public. C'est ce qu'on appelle l'urgenturie. C'est le maître symptôme de l'hyperactivité vésicale. Si la vessie vous donne sans arrêt l'impression d'être pleine alors que ce n'est pas le cas, vous allez passer votre temps aux toilettes. C'est la pollakiurie. Ce qu'on appelle le syndrome du paillasson ou de la clé dans la porte, c'est quand le fait d'être devant la porte de chez vous vous déclenche sans raison apparente une très forte envie d'uriner. Tous ces symptômes sont des manifestations du syndrome d'hyperactivité de la vessie. Parfois le drame ne peut être évité. Votre vessie est tellement hyperactive, les contractions involontaires de la vessie sont si brutales que vous n'avez pas eu le temps de trouver des toilettes et une perte involontaire d'urine survient. C'est donc une incontinence urinaire par urgenturie. Au total, il existe deux formes principales d'incontinence urinaire, une incontinence à l'effort, une incontinence par urgenturie. L'association des deux est possible, c'est ce qu'on appelle une incontinence mixte. Le traitement des différentes formes d'incontinence est, comme vous pouvez l'imaginer, complètement différent. En cas d'incontinence à l'effort, il faudra renforcer le sphincter ou le périnée. En cas d'urgenturie, il faudra chercher à calmer et relâcher la vessie. Comme vous le voyez sur ce diagramme, il existe un continuum physiologique et clinique entre les symptômes d'hyperactivité vésicale, l'incontinence par hyperactivité vésicale et l'incontinence à l'effort. On peut avoir des symptômes d'hyperactivité vésicale, c'est-à-dire urgenturie, pollakiurie, nicturie, associés ou non à des fuites d'urine si ces symptômes ne sont pas contrôlables. C'est l'incontinence par urgenturie. L'incontinence urinaire à l'effort est la résultante d'une défaillance de l'appareil sphinctérien et du hamax sous-urétral qui peuvent être altérés à des degrés divers. C'est parfois une insuffisance sphinctérienne prédominante, voire exclusive, ou, à l'opposé, un défaut de support ou les deux associés. Le test de soutènement urétral lors d'une chute à l'effort provoquée permet de préciser le mécanisme de l'incontinence urinaire d'effort. Alors, pour compliquer le tout, il faut savoir que certaines formes d'incontinence à l'effort peuvent générer de véritables symptômes d'hyperactivité vésicale. En effet, la perte du verrou sphinctérien entraîne une ouverture anormale de l'urètre avec issue d'urine au contact de la paroi urétrale riche en terminaisons nerveuses. Sans trop rentrer dans des explications neurophysiologiques, on peut comprendre que cette présence anormale d'urine dans l'urètre envoie un message erroné que vous êtes en train d'uriner et vous oblige donc à vous précipiter aux toilettes, ayant l'impression d'une miction imminente. Dans ce cas de figure particulier, le traitement de l'insuffisance sphinctérienne peut régler les problèmes d'hyperactivité vésicale. Alors, plusieurs outils sont à notre disposition pour établir un diagnostic précis. Le diagnostic devra être global. En effet, il aura pour objectif d'évaluer le mécanisme de l'incontinence urinaire, chaque mécanisme ayant un traitement spécifique. Mais le diagnostic devra aussi chercher à évaluer la sévérité et le retentissement sur la qualité de vie. Il existe des critères objectifs de gravité, comme par exemple le test de pesée des protections urinaires. Plus le poids des couches est important, plus l'incontinence est sévère. Mais il faut aussi prendre en compte des critères subjectifs, ce que ressent la patiente. Une fuite minime peut entraîner des conséquences dévastatrices et un retentissement considérable sur la qualité de vie si la personne est très active
est fortement exposée au regard des autres. À l'opposé, une personne ayant des fuites inondantes mais n'ayant aucune vie sociale peut ne ressentir aucune gêne. Rappelez-vous la définition de l'incontinence urinaire, une perte involontaire d'urine à l'origine d'une plainte. Cette notion de plainte pouvant entraîner un véritable handicap social doit être évaluée, notamment par des questionnaires spécifiques. Il faudra ensuite rechercher un trouble de la statique pelvienne associé et évoquer des diagnostics différentiels comme par exemple une fistule vésico-urétrale. Au terme de cette étape, on pourra déterminer les explorations si nécessaire et le traitement adapté à chaque situation. Le questionnaire ICIQ est l'un des plus utilisés pour évaluer l'incontinence de manière à la fois objective et subjective. Il comprend 3 questions qui vont s'additionner pour aboutir à un score sur 21. La première question donne une évaluation à peu près objective. À quelle fréquence avez-vous eu des pertes d'urine? Viennent ensuite des questions subjectives. Quelle est la quantité habituelle de vos pertes d'urine? À quel point vos pertes d'urine vous dérangent-elles dans votre vie de tous les jours? On additionne le chiffre associé à chaque réponse pour avoir un score sur 21. On considère une incontinence comme légère, un score allant de 1 à 5. L'incontinence est très sévère, entre 19 et 21. Ce questionnaire est utilisable dans les deux sexes, ce qui n'est pas le cas de tous les autres questionnaires de ce type. C'est un questionnaire considéré comme simple et très robuste, c'est-à-dire qu'il est très efficace pour capturer les dimensions que l'on cherche à évaluer, c'est-à-dire la sévérité et la gêne ressentie de l'incontinence urinaire. Ce questionnaire comprend une quatrième question ne donnant pas lieu à un score et qui évalue les différentes formes d'incontinence urinaire. Plusieurs réponses très précises sont proposées à la question quand avez-vous des pertes d'urine? Et elles orientent vers l'une ou l'autre des formes d'incontinence urinaire. Par exemple, si le patient répond vous avez des pertes d'urine avant de pouvoir arriver aux toilettes, c'est typiquement un symptôme d'urgenturie par hyperactivité vésicale. Les fuites survenant lors d'efforts ou lors d'éternuements sont typiquement des fuites à l'effort. Le questionnaire USP est un questionnaire fréquemment utilisé en urologie, composé de 3 domaines, évaluant les 3 principaux symptômes du bas appareil urinaire, à savoir l'incontinence urinaire d'effort, les symptômes d'hyperactivité vésicale, associés ou non à une incontinence urinaire, et enfin la dysurie, qui est un symptôme non pas de la phase de remplissage vésical, mais de la vidange vésicale. Sur cette diapositive, on voit l'évaluation de l'incontinence d'effort sous forme d'un score qui dépend du nombre de fuites à l'effort et de l'importance de l'effort déclenchant les fuites. Comme on peut l'imaginer, plus l'effort déclenchant une fuite est faible, plus l'incontinence à l'effort est sévère. À l'extrême, les fuites vont survenir au moindre changement de position. Dans le cas présent, le score est de 7 sur 9, 9 étant le score le plus défavorable. Ici, ce sont les symptômes d'hyperactivité vésicale qui sont évalués. Certaines questions sont présentées sur cette diapositive. Comme vous le voyez, la question 2 évalue la notion de précipitation pour aller aux toilettes, c'est-à-dire l'urgenturie. L'examen clinique comprend plusieurs temps. On peut tester les muscles élévateurs de l'anus en mettant ses 2 doigts dans le vagin, c'est-à-dire dans la fente urogénitale délimitée par les 2 faisceaux pubo-coccygiens, et en demandant à la patiente de resserrer vos doigts. En fonction de l'intensité de la contraction et de son maintien, on peut quantifier sur une échelle allant de 0 à 5 les muscles élévateurs de l'anus. Le test de soutènement urétral a déjà été décrit pour évaluer, dans une incontinence urinaire à l'effort, la part liée à un défaut de soutien de l'urètre ou à une déficience du sphincter, selon que le test arrête ou n'arrête pas les fuites à l'effort respectivement. L'hypermobilité vésico-urétrale peut être objectivée par un Q-tip test indiquant une hypermobilité si l'angle formé au repos et à l'effort est supérieur à 30 degrés. L'évaluation de la sévérité de l'incontinence urinaire peut se faire en estimant le nombre, le type et le poids des protections urinaires. Le PAD test, ou test de pesée des protections urinaires, consiste à mesurer le poids des protections souillées et d'en soustraire le poids des protections sèches. Ceci évalue donc la quantité d'urine perdue involontairement. On considère que l'incontinence urinaire est sévère si le PAD test est supérieur à 100 g par 24 heures. Le catalogue ou calendrier mictionnel est un élément décisif pour la prise en charge.
Il consiste à consigner chaque événement urinaire et l'heure de survenue. Sur 3 jours consécutifs, sur une feuille de papier, il est impératif de noter les événements nocturnes comme les événements diurnes. Il faut ainsi noter le volume de chaque miction en urinant dans un verre gradué. Un verre gradué de cuisine fait parfaitement l'affaire. Chaque fuite d'urine ou chaque besoin pressant devra être noté. Alors, voici un exemple de catalogue mictionnel chez une patiente présentant des symptômes particulièrement invalidants. Vous constatez dans la journée, la patiente urine 16 fois, ce qui est anormalement élevé et correspond à une polychyurie. Pratiquement chaque miction survient de manière très urgente. Il s'agit d'une urgenturie. Chaque volume uriné est très faible et ne dépasse jamais 100 ml. Il y a donc une diminution de la capacité vésicale. Par ailleurs, des fuites d'urine sont notées, par urgenturie, mais aussi lors d'un effort quelconque. Il y a donc une incontinence urinaire mixte. Enfin, on constate que la patiente se lève 5 fois par nuit pour uriner, à chaque fois de très petites quantités d'urine, empêchant ainsi d'avoir un sommeil réparateur. L'analyse du catalogue mictionnel permet de relever l'ensemble des symptômes et laisse entrevoir le calvaire associé à ces troubles urinaires. Il indique au médecin qu'il devra agir à la fois sur la vessie, mais aussi sur le sphincter urétral. De plus, cet examen permet au patient de bien comprendre, d'objectiver et d'intégrer les différents dysfonctionnements de la vessie. Ceci est fondamental dans le processus de rééducation vésicale et constitue la première étape de la prise en charge. Comme nous l'avons déjà dit, il faudra rechercher un prolapsus associé et un diagnostic différentiel qui peut être une fistule vésicale ou urétrale, une miction par engorgement sur une obstruction chronique ou un abouchement ectopique des urtères, extrêmement rare. Des examens complémentaires peuvent être prescrits au terme de l'examen clinique afin de documenter le dysfonctionnement vésical ou sphinctérien et éventuellement aider au diagnostic différentiel. En première intention, on demande une analyse d'urine à la recherche d'une infection urinaire et une mesure du résidu post-mictionnel qui se fait principalement par échographie, surtout si la chirurgie est programmée ou si un traitement anticholinergique doit être prescrit. Le bilan urodynamique sera demandé si le mécanisme de l'incontinence urinaire est incertain, en cas d'échec d'un traitement anticholinergique ou dans le cadre d'un bilan pré-chirurgical. Enfin, le bilan urodynamique est nécessaire s'il existe une pathologie associée, en particulier une maladie neurologique centrale comme la sclérose en plaques ou une maladie de Parkinson. Une cystoscopie pourra être demandée dans des cas précis. Elle n'est pas recommandée par l'ANAS dans le cadre du bilan standard d'une incontinence urinaire. Pour l'Association française d'urologie, une cystoscopie est nécessaire dès lors que l'on suspecte une pathologie intravésicale, notamment lorsqu'il existe des facteurs de risque de tumeur vésicale. Si on retrouve une hématurie micro ou macroscopique, s'il existe des signes irritatifs vésicaux en l'absence d'infection urinaire, ou en cas de douleur vésicale, d'infection récidivante, de discordance entre la symptomatologie et le bilan urodynamique, en cas d'échec ou de récidive d'une complication d'une chirurgie d'incontinence urinaire ou s'il existe une suspicion de fistule urogénitale. Le bilan urodynamique permet d'objectiver les symptômes urinaires. Il est essentiel dans les cas difficiles ou lorsque les symptômes ne sont pas clairement identifiés. Enfin, nous le réalisons systématiquement avant tout traitement chirurgical d'une incontinence urinaire. Le premier temps consiste à faire uriner dans une machine, un débitmètre, afin d'explorer la phase mictionnelle de la vessie. Alors voici donc une débimétrie normale sans obstruction. La courbe est en cloche, harmonieuse et sans à-coups. Pour être interprété, le volume uriné doit être supérieur à 150 ml. On mesure le débit maximum, ou Qmax, et le temps mictionnel. La débimétrie est considérée comme normale si elle a cet aspect en cloche et si le Qmax est supérieur à 15 ml/s
avec un temps mis pour vider sa vessie inférieur à 1 minute. D'autre part, la mesure du résidu, qui peut se faire soit par échographie, soit par sondage aller-retour, doit être nulle. Dans certains cas, notamment chez les personnes âgées ou chez les patients neurologiques, on tolère un résidu post-mictionnel inférieur à 25% du volume uriné. Voici l'exemple d'une débimétrie altérée chez un patient dysurique. La miction se fait en plusieurs temps avec un jet haché. La courbe n'est pas harmonieuse comme au-dessus. Après la réalisation de la débimétrie et mesure du résidu post-mictionnel, le bilan urodynamique va se poursuivre par une cystomanométrie et une profilométrie urétrale. La cystomanométrie consiste à évaluer la fonction vésicale par mesure de la pression vésicale et abdominale en utilisant une sonde de pression placée respectivement dans la vessie et dans le rectum pour la cavité abdominale. Cette mesure de pression va se faire pendant un remplissage vésical. L'examen commence donc vessie vide et la vessie va être très progressivement remplie à partir du capteur de pression vésicale. On va ainsi mesurer successivement les sensations vésicales, B1 étant la première sensation de remplissage perçue par le patient, B2 correspond au premier besoin d'uriner et B3 correspond à un besoin urgent qui va faire arrêter le remplissage vésical. B3 est une mesure de la capacité vésicale urodynamique. La cystomanométrie va aussi mesurer ou rechercher des contractions non inhibées du détrusor. Durant cette phase de remplissage, il doit n'y avoir aucune contraction du détrusor. La moindre contraction est considérée comme une contraction anormale ou contraction non inhibée du détrusor. On peut estimer la force de contraction du détrusor si cette contraction est anormale en effectuant une différence entre la pression mesurée dans la vessie moins la pression abdominale. La différence entre ces deux pressions mesurées est égale à la pression développée par le détrusor. Enfin, la cystomanométrie va évaluer la compliance vésicale, c'est-à-dire cette capacité de la vessie à se laisser distendre sans que la pression augmente de manière importante dans la vessie. On va voir sur un exemple qu'on peut passer de 0 ml à presque 500 ml sans que la pression n'augmente rapidement dans la vessie. Le dernier temps de l'examen urodynamique est la profilométrie urétrale ou sphinctérométrie qui va évaluer la fonction urétrale. On mesure la pression dans l'urètre alors que la sonde ou le capteur de pression est retiré progressivement vers l'extérieur. À un moment, il va passer en regard de la zone sphinctérienne et on va noter un pic de pression qui correspond à la force de contraction ou à la tonicité sphinctérienne. On mesure la pression de clôture maximale qui est la pression urétrale moins la pression vésicale. Cette pression de clôture maximale, qui est égale à 110 moins l'âge chez la femme, évalue la marge de sécurité face à une augmentation brusque de pression abdominale. Voici un exemple de cystomanométrie normale. Durant cet examen, une sonde introduite dans la vessie va permettre d'une part de remplir la vessie avec du sérum physiologique pour mimer une phase de remplissage, et d'autre part de mesurer la pression dans la vessie tout au long de cette phase de remplissage. Pendant la phase de remplissage, on demande au patient de nous indiquer lorsqu'il ressent le premier besoin d'uriner, puis lorsqu'il pense que la vessie est pleine. Le remplissage est alors arrêté. On voit ici que l'on peut remplir la vessie sans difficulté jusqu'à 486 ml, ce qui est une capacité normale. On voit aussi que le remplissage augmente très peu la pression dans la vessie, ce qui témoigne d'une bonne compliance et d'un bon relâchement vésical. Enfin, on mesure la pression dans la cavité abdominale par l'intermédiaire d'une sonde de pression introduite dans le rectum. Ceci permet de différencier une véritable contraction du détrusor, augmentant la pression vésicale, d'une augmentation de la pression vésicale liée à une contraction abdominale. Par exemple, voici un petit pic de contraction se produisant dans la vessie. S'agit-il d'une contraction anormale du détrusor ou d'une contraction abdominale transmise à la vessie?
En effet, je rappelle qu'il ne doit y avoir aucune contraction vésicale lors de la phase de remplissage, les contractions ne survenant que lors de la phase mictionnelle. Toute contraction pendant la phase de remplissage est synonyme d'hyperactivité détrusorienne. Eh bien, si vous regardez la courbe de pression abdominale, vous constatez qu'il existe de manière strictement concomitante une augmentation de la pression abdominale identique, ce qui signifie que l'augmentation de la pression dans la vessie n'est pas liée à une contraction détrusorienne, mais à une augmentation de la pression intra-abdominale se répercutant sur la vessie. La courbe différentielle calcule automatiquement cette différence entre pression intravésicale et pression intra-abdominale, et c'est donc la courbe de contraction détrusorienne. Vous pouvez constater qu'à cet endroit où se trouvent les deux pics sur les courbes précédentes, il n'y a aucun pic ou pratiquement rien sur la courbe détrusorienne. D'ailleurs, si vous regardez le début de l'examen, on demande toujours aux patients de tousser avant de remplir la vessie afin de vérifier que les capteurs sont sensibles, et vous voyez bien que le pic initial se répercute sur les deux courbes. En revanche, ce cas de figure montre une hyperactivité vésicale typique avec apparition de pics de contraction détrusorienne involontaires au cours du remplissage vésical. On imagine parfaitement que chacune de ces contractions vésicales, si elle se produit dans la vie de tous les jours, puisse s'accompagner de fuites d'urine si le patient ne trouve pas de toilette dans la minute. Chez ce patient, nous allons constater des anomalies cystomanométriques encore plus marquées. D'une part, on peut voir dès le début de la phase de remplissage vésical que la pression augmente très rapidement, ce qui témoigne d'une diminution de la compliance vésicale et qui va aboutir rapidement à une hyperpression. Puis surviennent des contractions complètement désordonnées de la vessie qui vont certainement s'accompagner de fuites urinaires massives et incontrôlées. Dans ce cas de figure extrême, il faut avoir à l'esprit que l'importante variation de pression vésicale peut être à l'origine d'un reflux vésico-rénal, voire même d'une insuffisance rénale. La profilmétrie urétrale consiste à mesurer la pression dans l'urètre et dans la vessie de manière concomitante. Cette partie de l'examen va donc explorer les forces exercées par le sphincter strié sur l'urètre. Il consiste à mettre la sonde de pression dans la vessie, puis à la retirer progressivement jusqu'à l'extérieur. Durant cette mesure, le capteur de pression va mesurer la pression en différents points de l'urètre. Au moment où elle passe en regard du sphincter, la pression urétrale augmente naturellement. Plus la pression est faible, plus le sphincter strié est faible. Vous constatez que, tout naturellement, la pression dans la vessie n'a aucune raison d'augmenter durant cet examen. En effet, on ne la remplit pas comme lors d'une cystomanométrie. La courbe différentielle est la différence entre la pression dans l'urètre, qui va elle augmenter lorsque le capteur de pression passe devant le sphincter, et la pression vésicale. C'est ce qu'on appelle la pression de clôture. On comprend intuitivement que la pression dans l'urètre doit toujours être supérieure à la pression vésicale, en dehors de la phase mictionnelle bien évidemment. Eh bien, cette différence nous indique de combien cette pression est supérieure, c'est en quelque sorte la marge de sécurité que le sphincter vous donne face à une augmentation brusque de la pression vésicale. Par exemple, lors d'un effort de toux, avant qu'une fuite apparaisse. Alors, le sphincter s'affaiblit physiologiquement avec l'âge et on n'a pas la même force sphinctérienne à 20 ans et 80 ans. Et on considère que la pression de clôture normale pour une femme est de 110 moins l'âge. En dessous, on parle d'insuffisance sphinctérienne. À noter que cette règle n'est pas valable chez l'homme. Alors voici une profilmétrie urétrale chez l'homme qui est différente de celle que l'on note chez la femme. En effet, la prostate, qui est riche en cellules musculaires lisses, va exercer une pression intra-urétrale et être à l'origine de ce qu'on appelle un plateau prostatique qui provient avant le pic de contraction sphinctérienne, le sphincter étant situé autour de l'urètre membraneux, comme on peut le rappeler sur ce schéma. En fin de cystomanométrie, lorsque la vessie est pleine,
On peut effectuer une étude débit-pression. Pour cela, on va demander au patient d'uriner avec les capteurs de pression en place. Et ce test va évaluer non pas la phase de remplissage vésical, mais la phase de vidange et recherche soit un obstacle sous-vésical, par exemple chez l'homme un obstacle prostatique, ou un défaut de contraction du détrusor. On va rapporter la pression détrusorienne pendant le débit urinaire, c'est-à-dire que l'on va évaluer la contraction que le détrusor produit pour un débit urinaire donné. Ce test est surtout intéressant en cas de dysurie. En effet, si la pression détrusorienne est très élevée pour un débit diminué, cela signifie qu'il y a un obstacle à l'évacuation urinaire et la vessie s'adapte en augmentant ses forces de contraction. On a vu au passage que ceci pouvait finalement aboutir à une hypertrophie compensatrice du détrusor, à l'origine de symptômes d'hyperactivité et de diminution de compliance vésicale. Si le débit est faible et que les contractions détrusoriennes le sont aussi, c'est le signe d'une hypocontractilité détrusorienne à l'origine de la dysurie. En pratique, on reporte sur un diagramme la pression détrusorienne et le débit maximum pour établir le diagnostic entre une dysurie par obstruction sous-vésicale et une dysurie par hypocontractilité vésicale. Ce test est notamment important à réaliser lorsqu'un patient âgé, avec possiblement un adénome de prostate, se plaint de dysurie et qu'il existe de manière concomitante une pathologie neurologique centrale comme une maladie de Parkinson ou une sclérose en plaques pouvant être à l'origine d'une hypocontractilité vésicale. L'étude débit-pression pourra faire la différence entre un obstacle prostatique qui aura un traitement spécifique et une hypocontractilité vésicale. Nous allons voir maintenant les principes généraux des traitements. Le traitement de l'incontinence urinaire dépend bien évidemment de la cause, d'où l'importance d'un diagnostic précis. D'autre part, le traitement devra être adapté au mode de vie et à la demande du patient. En cas d'incontinence à l'effort, le traitement aura pour objectif de renforcer le sphincter strié ou le périnée, c'est-à-dire le hamac sous-urétral. On commence toujours par de la rééducation, puis, en cas d'échec, on propose de la chirurgie. En effet, il n'existe pas de traitement médicamenteux à l'heure actuelle permettant de renforcer le sphincter ou le hamac sous-urétral. On distingue deux cas de figure en cas d'incontinence urinaire à l'effort. Si c'est le hamac soutenant l'urètre qui est déficient et que le sphincter est bon, la mise en place d'une bandelette sous-urétrale permet de suppléer la défaillance périnéale et est efficace dans plus de 80% des cas. C'est le cas de figure le plus fréquent et le plus facile à traiter. Il est important de signaler que la bandelette doit être posée sans aucune tension sous le tiers médian de l'urètre. En effet, son rôle n'est surtout pas de comprimer l'urètre de manière permanente, mais de s'opposer à la pression abdominale lorsque celle-ci augmente. Cette notion est rappelée dans le nom de la bandelette, TVT pour Tension Free Vaginal Tape. Cette bandelette peut être passée à travers les foramen obturés, c'est le TVT O. O pour obturateur. Ou en rétropubien, c'est la bandelette TVT classique. Il existe de nombreuses marques de bandelettes. La bandelette TVT est historiquement la première bandelette commercialisée. Si le sphincter strié de l'urètre est en cause, les traitements sont plus compliqués car il est plus difficile de renforcer un sphincter déficient. L'injection de substances de comblement, comme du collagène ou d'autres hydrogels, dans le sphincter, permet d'augmenter la résistance à l'écoulement de l'urine en fermant partiellement la lumière du canal de l'urètre. C'est ce qu'on peut voir sur cette vision endoscopique. La substance va être en fait injectée sous la muqueuse urétrale de manière à renforcer l'action du sphincter. Plus récemment, l'injection de cellules souches a été proposée pour reformer des cellules musculaires dans le sphincter, mais ce traitement reste pour l'instant du ressort de la recherche. La mise en place de ballons compressifs et ajustables, ACT pour Adjustable Continence Therapy, permet d'augmenter la pression que le sphincter exerce sur l'urètre.
Mais le traitement de référence de l'insuffisance sphinctérienne reste la pose d'un sphincter urinaire artificiel. Ce traitement ne s'adresse pas à toutes les personnes souffrant d'insuffisance sphinctérienne car il engendre certaines contraintes, notamment la nécessité d'appuyer sur une pompe sous-cutanée située dans les grandes lèvres chez la femme, dans le scrotum chez l'homme, afin d'ouvrir le sphincter avant chaque miction. Nous verrons une illustration du sphincter artificiel plus loin dans le chapitre sur l'incontinence urinaire masculine. En cas d'incontinence urinaire par urgenturie, le traitement consiste à calmer et relâcher la vessie. Les médicaments anticholinergiques et la rééducation périnéale doivent être proposés en premier. Je rappelle ici l'importance du catalogue mictionnel dans la prise en charge des patients. Alors, il existe plusieurs types de médicaments, principalement ayant un effet sur les récepteurs muscaréniques de la vessie. Ces médicaments anticholinergiques ont beaucoup d'effets secondaires de type atropinique, comme la sécheresse buccale ou la constipation à l'origine d'un abandon assez fréquent. Récemment, un nouveau médicament a été mis sur le marché agissant sur le récepteur bêta-3 adrénergique de la vessie. Il n'a pas les effets secondaires des autres médicaments, mais il n'est pour l'instant pas pris en charge par la Sécurité sociale en France. À noter que globalement, le service médical rendu, ou SMR, de ces médicaments a été jugé assez faible et que les associations sont possibles. En cas d'échec, on peut proposer une neuromodulation des nerfs de la vessie provenant des racines sacrées, soit en stimulant le nerf tibial postérieur, soit en implantant une électrode directement au contact des nerfs sacrés et en passant à travers le troisième foramen sacré. Cette électrode est reliée à une sorte de pacemaker implanté dans la région fessière et doit être changée tous les 5 ans environ. Cette stimulation électrique répétée va avoir pour effet de moduler l'innervation vésicale et empêcher ou stopper les influx nerveux excessifs. L'injection de toxine botulique dans la vessie est probablement l'un des traitements les plus efficaces en cas d'échec des anticholinergiques. Ce médicament, qui est un puissant paralysant, va être dilué avant d'être injecté à toute petite dose dans la paroi de la vessie afin de supprimer les contractions musculaires anormales que nous avons vues précédemment. Il s'agit donc d'un médicament qui, au lieu d'être pris tous les jours, est administré tous les 6 à 9 mois par une injection dans la vessie comme une injection intramusculaire. Cette injection dure quelques minutes et se fait généralement sous anesthésie locale, en ambulatoire, sauf cas particulier. En dernier recours, et surtout lorsque l'hyperactivité vésicale menace le haut appareil, il faut proposer un agrandissement vésical à partir d'un segment de tube digestif qui va être apposé sur la vessie ouverte de manière à agrandir artificiellement ses capacités vésicales. En résumé, l'incontinence urinaire est un problème fréquent. Deux origines possibles, une dysfonction vésicale à l'origine d'une urgenturie qui est le maître symptôme, ou un périnée et un sphincter faible à l'origine d'une incontinence urinaire d'effort. Cette incontinence n'est pas précédée d'une envie urgente d'uriner et la maladie de soutènement urétral permet de faire la différence entre un sphincter déficient ou un hamac sous-urétral déficient. Le diagnostic se fera à partir de questions ou de questionnaires spécifiques. Il devra évaluer la quantité d'urine perdue. Le catalogue mictionnel est un élément important de l'évaluation et de la prise en charge thérapeutique. Le bilan urodynamique permet d'objectiver les symptômes. Le traitement est adapté à la cause et au mode de vie du patient. Nous allons maintenant voir un peu plus en détail les traitements de l'incontinence urinaire chez l'homme, ce qui va nous permettre de voir un peu plus en détail les dispositifs médicaux dont nous avons parlé précédemment, notamment la pose de ballons ProAct ou la mise en place d'un sphincter urinaire artificiel. Chez l'homme, l'incontinence urinaire est souvent la conséquence
d'une chirurgie de la prostate ou du traitement d'une maladie prostatique avec lésion du sphincter strié de l'urètre qui est très proche de la prostate autour de l'urètre membraneux. Le sphincter urinaire artificiel est le traitement le plus efficace pour l'incontinence urinaire et celui qui donne le meilleur taux de satisfaction, notamment pour les formes sévères. Ce dispositif médical est composé de 3 pièces: une manchette compressive, un ballon régulateur de pression et une pompe. Ces 3 éléments sont reliés par des tubulures dans lesquelles circule du sérum physiologique. L'ensemble du système est implanté dans le corps et est totalement inapparent. La manchette est placée autour de l'urètre et est gonflée de sérum physiologique, si bien qu'elle ferme le canal de l'urètre, empêchant ainsi d'uriner et donc d'avoir des fuites. La pompe est placée dans le scrotum, à côté des testicules chez l'homme et dans les grandes lèvres chez la femme. Le ballon ou le réservoir de pression est placé dans la cavité abdominale et est totalement imperceptible. La seule partie palpable est à travers la peau, c'est-à-dire c'est la pompe scrotale. Alors comment ça marche? Eh bien, lorsque la vessie est pleine et que l'on ressent l'envie d'uriner, il suffit d'appuyer sur la pompe pour faire passer le liquide remplissant la manchette vers le ballon régulateur. La manchette, qui est alors dégonflée, libère le canal de l'urètre et l'on peut uriner. Au bout de 2 à 3 minutes, sans que le patient n'ait rien à faire, la pression du ballon suffit à renvoyer le liquide en sens inverse et referme la manchette. L'urètre est alors fermé et le patient est à nouveau sec et continent. Le sphincter artificiel n'agit pas sur la vessie ni les besoins d'uriner qui sont perçus comme avant. Alors le sphincter artificiel n'est pas adapté à tous les patients et il reste réservé aux formes d'incontinence urinaire sévère que nous définirons plus loin chez l'homme. Dans les formes moins sévères, des traitements moins invasifs ont été développés. Il s'agit en premier lieu des bandelettes sous-urétrales. Il existe plusieurs types de bandelettes sous-urétrales. Le principe est le suivant: exercer une pression permanente sur l'urètre, un peu comme un pied qui appuierait sur un tuyau qui fuit afin de limiter l'écoulement. Il n'y a donc aucune manipulation à faire, contrairement au sphincter artificiel. La bandelette fonctionne en rajoutant de la pression sur l'urètre, comme le faisait auparavant le sphincter avant d'être endommagé. La vessie prend le dessus pour passer ce nouvel obstacle, et il est tout à fait exceptionnel que l'on soit gêné pour vider sa vessie après cette intervention. On estime que la pose d'une bandelette diminue de 2 le nombre de protections quotidiennes, c'est-à-dire que si vous utilisiez 2 protections par jour avant l'intervention, il y a de fortes chances pour que vous n'en ayez plus besoin après l'intervention. En revanche, si vous aviez 3 protections par jour, vous seriez amélioré par la bandelette, mais il est probable que vous utiliseriez encore une protection par jour après l'intervention. Pour améliorer le résultat des bandelettes, des modifications ont été apportées. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, la bandelette Virtue présente 4 bras au lieu de 2, comme les bandelettes précédentes. Ceci augmente la zone de compression de l'urètre et donc probablement l'efficacité. Cette bandelette a été décrite avec succès chez des patients présentant une incontinence urinaire sévère, alors que les autres bandelettes ne sont généralement efficaces que dans les incontinences légères à modérées. Comme les autres bandelettes, la bandelette Virtue est implantée par une même incision périnéale entre l'anus et les bourses. Les 4 bras sont fixés sous la peau et ne sont pas perceptibles. La pose de ballon ProAct représente la deuxième alternative au sphincter artificiel. Il s'agit d'une thérapie ajustable et réversible. Il s'agit de 2 ballons placés de part et d'autre de l'urètre et le comprimant latéralement. Les ballons sont reliés à une tubulure avec un embout en titane placé sous la peau du scrotum. Par cet embout, on peut injecter du sérum physiologique qui va gonfler les ballons. Plus les ballons sont gonflés, plus ils vont comprimer le canal de l'urètre. Ce traitement a donc la caractéristique d'être ajustable, ce qui n'est pas le cas des bandelettes décrites précédemment, ni du sphincter artificiel. Les ballons sont gonflés 6 semaines après avoir été implantés. Donc on peut gonfler les ballons jusqu'à 8 ml à raison de 1 gonflement de 1 ml par semaine. Ce traitement est donc un peu plus contraignant car il oblige
à revenir plusieurs fois en consultation après l'intervention pour trouver l'ajustement optimal, permettant de n'avoir plus de fuite d'urine tout en urinant normalement sans pousser. Le choix du traitement de l'incontinence urinaire chez l'homme dépend de la sévérité de l'incontinence et des antécédents ou non de radiothérapie. En cas d'incontinence urinaire sévère ou de radiothérapie, le traitement de référence est la pose d'un sphincter urinaire artificiel. Une incontinence est jugée sévère si le nombre de protections est supérieur à 5 par jour ou si le test de pesée des protections urinaires est supérieur à 400 g par 24 heures. En cas d'incontinence urinaire non sévère, idéalement lorsque le nombre de protections est inférieur à 2 par jour et que le test de pesée des protections urinaires est inférieur à 200 g par 24 heures, et surtout s'il n'y a pas eu de radiothérapie, on peut proposer la pose de bandelettes ou de ballons ProAct. En cas d'échec, bien, si le patient a eu une bandelette, on peut placer des ballons et vice-versa. Enfin, s'il persiste une incontinence qui est jugée sévère, eh bien, on proposera un sphincter urinaire artificiel. Voici un exemple de cas clinique sur lequel nous allons pouvoir retrouver les éléments décrits dans ce cours. Je vous demande d'y réfléchir et nous donnerons la correction lors du cours. Merci pour votre attention. Vous pouvez trouver d'autres informations, des films de techniques chirurgicales ou des animations concernant les traitements et la prise en charge de l'incontinence urinaire sur le site urologiefonctionnelle.com.